Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter un séminaire sur la gestion financière et les responsabilités des dirigeants, le point de vue de la direction générale. Pour ce séminaire, nous couvrirons les 4 thèmes suivants, c'est-à-dire la mise en place d'un système de comptabilité efficace, les politiques financières, le rôle dans le contrôle et la responsabilité financière et la vérification. Très souvent, quand on se fait poser des questions sur la responsabilité financière des dirigeants des OBNL, les gens se fient beaucoup à la vérification, aux audits, aux auditeurs externes et aux états financiers. On va vous amener à réfléchir à ce qui doit être en amont de la vérification et de la certification des états financiers pour faire en sorte d'avoir des systèmes de contrôle qui vont vous aider dans la prise de décision au jour le jour. Donc, tout d'abord, la mise en place d'un système de comptabilité efficace. Qu'est-ce que ça prend dans un système de comptabilité efficace pour s'assurer de produire des états financiers qui seront conformes et qui nous donneront surtout la bonne information financière? Donc, d'abord, ça prend des contrôles internes. Ensuite, ça prend un processus budgétaire. Et dans le processus budgétaire, il y a 3 grandes étapes qui sont importantes, c'est-à-dire la planification, le suivi et l'évaluation. Ça prend aussi un bon mode de présentation de l'information financière. Trop souvent, dans les organisations, on a un mode de présentation qui est très agrégé ou trop détaillé, et les gestionnaires et les membres des conseils d'administration regardent l'information financière puis ont de la difficulté à trouver des repères. Donc, quel mode de présentation doit être choisi? Ça prend aussi une bonne gestion financière, une bonne gestion de l'information financière, donc s'assurer que tout est là. Et ensuite, avoir un suivi régulier des états financiers, ne pas attendre à la fin de l'année et à la production des états financiers par l'auditeur. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que les contrôles internes? Les contrôles internes, c'est un système qui est l'ensemble des lignes directrices, des mécanismes de contrôle et la structure administrative mise en place par la direction en vue d'assurer la conduite ordonnée et efficace des affaires de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le détail? Ça veut dire de s'assurer qu'on a des bons éléments de contrôle pour faire en sorte que l'information financière et que l'argent qui transite dans l'organisation soit utilisé à bon escient. Donc, pour avoir un bon système de contrôle interne, ça prend un système comptable mis à jour. Donc, plusieurs organismes utilisent des systèmes de comptables de différentes marques, évidemment, mais en même temps, ces systèmes-là, il faut s'assurer qu'ils sont à jour au moins une fois par année, de travailler, d'avoir une mise à jour par le fournisseur du système, c'est très important. Et aussi, comme mise à jour, c'est de s'assurer, est-ce que si ma stratégie a évolué, est-ce que si j'ai des nouveaux projets, est-ce que j'ai l'information correcte et suffisante dans mon système comptable actuel ou je dois trouver une autre façon de présenter l'information financière? Les contrôles internes, c'est aussi la préservation du patrimoine, ce qui veut dire qu'il faut se prémunir des erreurs, des pertes et des vols. Ça, souvent, ce n'est pas quelque chose que l'on regarde de manière préventive dans les organismes à but non lucratif. Les plus petits comme les plus grands, certains vont peut-être plus s'assurer que les administrateurs ont une assurance responsabilité, mais il faut aussi s'assurer d'avoir, par exemple, des copies de sûreté pour nos systèmes comptables, d'avoir des copies de sûreté pour nos listes de clients. Donc, ce sont toutes des choses qui sont importantes à penser, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur aussi. Est-ce qu'on a un système de validation? Souvent, dans les OSBL, on a moins de ressources humaines. Donc, on a moins le temps de valider, mais c'est important pour les choses qui sont financièrement importantes ou matériellement importantes de s'assurer qu'il y a cette validation-là. L'optimisation des ressources. Donc, c'est un bien grand mot, l'optimisation des ressources, mais en même temps, c'est important de s'assurer qu'on a du personnel compétent et qu'il y a une répartition des tâches adéquates. On sait très bien que dans nos organismes, les descriptions de tâches se terminent toujours par toute autre chose connexe. Mais en même temps, il faut quand même, une fois par année, faire le point pour s'assurer que tout le monde, dans ses principales tâches, fait ce qui est nécessaire et ce qui est important pour l'organisation. Parce que s'il n'y a pas cette planification-là, bien, effectivement, ça peut nuire justement à la transmission de données financières adéquates. La prévention et la détection des erreurs et des fraudes. Donc ça, d'abord, c'est de s'assurer aussi que ce ne soit pas toujours la même personne qui ait accès au compte de banque, qui fasse les transactions d'entrée d'argent et des sorties d'argent. Et très souvent, les gens disent « Ah non, non, on a confiance, il n'y a pas de souci,
cette personne-là est fiable, donc on peut lui confier tout. Effectivement, ça se peut que cette personne-là soit très fiable et ce n'est pas un manque de confiance, mais il faut une certaine vigilance et une certaine protection. Et quand la personne fait tout, bien, elle ne se protège pas elle-même, dans le sens qu'elle est vulnérable. S'il arrivait quelque chose, ce serait la première soupçonnée. Donc, c'est toujours très important d'avoir au moins 2 personnes qui s'assurent qu'il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité des fonctions. Donc, des tâches incompatibles qui permettraient à une personne d'avoir trop de pouvoir ou trop de contrôle sur l'argent, il faut que ce soit fait par 2 personnes. Si ça ne peut pas être fait systématiquement par 2 personnes parce qu'on est dans une petite organisation, mais à ce moment-là, on alterne. Ou la direction générale peut avoir une surveillance aussi de ce que fait la personne qui est mandatée pour ça. Donc, le deuxième élément d'un système de comptabilité efficace, c'est d'avoir un bon processus budgétaire. Alors ça, c'est le nerf de la guerre dans beaucoup d'OBNL, c'est-à-dire d'avoir un suivi budgétaire adéquat. Comment, c'est souvent une question qui m'est demandée, c'est-à-dire comment on s'assure d'avoir un processus budgétaire qui soit efficace et efficient. Donc, il faut d'abord commencer par l'analyse du budget de l'an passé. Donc ça, c'est très important, même comme directeur général et même avec le conseil d'administration, d'avoir ce qu'on appelle la rétroaction. Donc, si vous notez ici sur la diapo, le 1 et le 5, finalement, c'est la même chose, mais c'est une boucle. Donc, d'avoir une analyse du budget antérieur. Pourquoi? Parce que très souvent, dans l'urgence ou dans la façon de faire, on fait un budget de telle façon qu'on dit on va reconduire les figures de l'année passée ou à peu près. Mais si ça fait 4 ans qu'on reconduit une figure qui n'est pas la bonne, je vous donne un exemple. Par exemple, vous pensez que vos coûts d'électricité ou vos coûts de chauffage par année sont à 15 000 $, mais ça fait 4 ans qu'ils sont à 18 000 $. Donc, c'est important de regarder, ça a l'air simple comme ça, mais c'est important de regarder chacun de ces postes-là pour dire, bon, bien finalement, cette année, le budget, je vais le faire à 18 000 $ parce que ça fait 2-3 ans que le montant est maintenant à 18 000 $. Donc, de faire ce genre d'exercice-là pour le personnel, pour les revenus aussi, de ne pas surestimer les revenus. Alors, très souvent dans les OBNL, on a travaillé avec beaucoup d'organismes, quelques organismes, je devrais dire, en crise. On a travaillé avec des organismes qui avaient des crises financières et souvent, on essaie de couper dans les coûts. Mais je vous dirais que nos organismes à but non lucratif ici sont des excellents gestionnaires de coûts pour la plupart. Il n'y a pas de gaspillage dans les coûts, mais souvent, parce qu'on veut que ça marche, parce qu'on fait beaucoup de demandes de subventions, parce qu'on fait une campagne de financement annuel, un événement bénéfice, on a tendance, parce qu'on y croit, à surestimer les revenus. Donc, parfois, ce qui est important, ce qu'on suggère à des organismes, c'est de se donner un budget avec des revenus optimistes et des revenus réalistes. Donc, oui, on vise une campagne de financement qui va aller chercher 20 000 $, mais peut-être que la réalité, c'est plus autour de 15 000 ou autour de 10 000. Donc, soyons ouverts face à ces changements-là. Un budget, c'est un budget. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un budget, c'est un budget. C'est-à-dire que ce n'est pas les vraies données. Donc, il faut penser qu'on n'arrive pas à son budget. Donc, trop souvent, on dit qu'il faut faire le budget, il faut réussir le budget. Non, le budget, c'est avant que les événements arrivent. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des écarts. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut être capable de dire, c'est est-ce que ces écarts-là sont importants? Est-ce qu'ils sont explicables? Il y a des écarts qui ne sont pas explicables ou qui ne sont pas sous notre contrôle. Ces écarts-là, on a de la difficulté à les estimer et la direction générale ne peut pas être tenue responsable d'écarts de telle sorte. On fait des événements extérieurs, il n'y a plus pendant toute la durée des événements extérieurs. Donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est un événement qui est dommageable, c'est un événement qui fait en sorte qu'on n'atteindra pas nos données budgétaires, mais en même temps, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui est contrôlable, qu'est-ce qui n'est pas contrôlable, qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui n'est pas significatif. C'est 2 mots très importants dans l'analyse budgétaire. Discuter et approuver les budgets au conseil d'administration, je dis bien sur cette diapo, avant le début du prochain exercice, le plus possible. On sait très bien que nos organismes et nos directeurs généraux sont très occupés, qu'ils en ont toujours trop par rapport à ce qu'ils peuvent faire. C'est un problème, mais on est un petit peu pris dans ce mode-là. En même temps, il ne faut pas repousser le budget à 3 ou 4 mois avant le début de l'exercice. Il faut insister. Il faut que ce soit un travail d'équipe, direction générale, conseil d'administration, de dire que le budget doit être présenté soit à la dernière réunion avant la première, avant le début du premier exercice, du prochain exercice, pardon, ou soit la première réunion du nouvel exercice. Voilà. Donc,
il y a ces deux périodes-là, je dirais, mais autrement, quand on est rendu à 3 ou 4 mois, ou même j'ai déjà vu 6 mois, de compléter dans l'exercice les données budgétaires, il est vraiment très tard pour les approuver et là, on a moins de contrôle sur ce qui va se passer. Un suivi budgétaire par projet ou par activité, ça aussi, c'est très important. Si on est une organisation qui a quelques projets, même si on en a 2 ou 3, je pense que c'est très important d'avoir ce détail-là par activité parce que sinon, si on a des données trop agrégées, on n'a pas l'information adéquate pour prendre les bonnes décisions. Avoir un budget à jour, c'est ça qui permet aux organisations de prendre des décisions avant d'atteindre un déficit. Donc, c'est surtout pour ça qu'on fait un budget, c'est pour surveiller qu'on ne se retrouvera pas en déficit. Si on dégage un léger surplus, tant mieux. Mais en même temps, si on a un trop grand surplus, ça veut dire qu'on pourrait offrir plus de services à nos membres ou à nos bénéficiaires de services ou à nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on fait un suivi budgétaire, pour s'assurer que les ressources financières que l'on reçoit sont consommées de manière adéquate, on peut se garder une réserve, on peut faire un léger déficit aussi, mais en même temps, c'est de bien baliser ça à l'avance. C'est ça que ça sert, le suivi budgétaire. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une observation et d'une validation d'un budget à fréquence fixe. Donc, de s'assurer aussi qu'à chaque réunion du conseil d'administration, la direction générale présente un budget avec des données à jour. C'est ce qui va faire en sorte qu'on sera vraiment plus en mode proactif qu'en mode rétroactif sur la gestion financière. Ajustement des écarts négatifs en cours d'exercice, bien, comme je le disais tantôt, si on se rend compte qu'il y a des dépassements de coûts, bien évidemment, si on n'a pas de surplus dans les revenus, on s'en va tout droit vers une situation déficitaire. Le conseil d'administration est imputable. Il est imputable non pas personnellement, mais collectivement. Si, comme organisation, on fait des déficits année après année, bien, inévitablement, on aura de sérieux problèmes financiers à court ou moyen terme. Donc, il faut être capable de s'ajuster pendant l'exercice. Et s'il y a des coûts qui sont augmentés, bien, il faut voir comment, du côté des autres coûts, on puisse diminuer ou essayer d'aller trouver d'autres revenus. Ensuite, important, donc le point 5, comme je le disais tantôt, la rétroaction en fin d'année. Donc, vers la fin de l'exercice financier, le DG doit faire lui-même l'analyse des écarts significatifs avec les gens qui s'occupent de la comptabilité à l'intérieur de l'organisation. Parfois, c'est 2 personnes. Et ensuite, en rendre compte à la prochaine réunion du conseil d'administration. Le mode de présentation de l'information financière. Alors, l'information financière doit être présentée clairement, en toute transparence et de manière concise. Donc, il ne faut pas, je le disais tantôt, je le répète, que ce soit trop détaillé ni trop concis. Il faut que vous sentiez, comme direction générale, que quand vous présentez vos données financières au conseil d'administration, que le conseil d'administration les comprenne, qu'il soit capable de poser des questions auxquelles vous n'aurez peut-être pas les réponses comme direction générale sur le champ. Et ça, ce n'est pas un aveu d'incompétence ou d'incompréhension. Il faut être capable de dire à son conseil d'administration, écoutez, je n'ai pas le détail sous les yeux de ces chiffres-là, mais je vais vous revenir par courriel demain ou dans quelques jours pour vous donner l'information. Mais c'est important de s'assurer que l'information, elle est là et que tout est là. Parce qu'autrement, les mauvaises surprises apparaissent quelques temps plus tard et ça, la direction générale peut être jugée sévèrement si on n'a pas donné l'information en temps opportun. Donc, l'information doit être comprise de tous les administrateurs, comme je le disais. Le danger, pourquoi j'insiste sur cette information-là, c'est que le danger, quand on crée, par exemple, des comités de finances, des comités d'audit, c'est vraiment une tendance actuellement, c'est bien, parce que très souvent, dans ces comités de finances, ces comités d'audit, c'est des gens qui ont des compétences financières, mais en même temps, ça ne déresponsabilise pas l'ensemble des administrateurs sur l'imputabilité financière. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un comptable et un expert en finance sur notre conseil d'administration qui est capable de bien comprendre les états financiers que les autres administrateurs n'ont pas à comprendre les états financiers. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce ne soit pas seulement un petit groupe, mais bien l'ensemble des gens parce que tout le monde est responsable. Et malheureusement, j'ai vu des situations où, lorsque l'ensemble du conseil d'administration connaissait l'information, ils étaient effectivement pas très contents de l'apprendre dans un délai
dans un délai trop tard parce que les autres avaient géré l'information avant. Donc, en résumé aussi, la présentation des résultats par activité ou par projet est souhaitable. Donc, on peut avoir la première page qui est les données agrégées et ensuite l'information par projet. Un comparatif avec les années antérieures est aussi souhaitable. Et un budget de trésorerie peut accompagner le budget d'opération. Alors, souvent, il y a une incompréhension ou il n'y a pas de clarté entre c'est quoi la différence entre un budget d'opération et un budget de trésorerie. Un budget d'opération, c'est les revenus moins les dépenses, donc mensuellement ou trimestriellement. Un budget de trésorerie, c'est les encaissements et les décaissements. Donc, les encaissements et les décaissements ne se passent pas nécessairement dans le même mois où l'on fait le revenu ou la dépense. Donc, dans les plus grosses organisations, c'est important d'avoir un état de la trésorerie aussi. Parce que tu peux être en surplus pendant un mois, mais il se peut qu'il te manque des liquidités parce que tu n'as pas encore reçu tes subventions. Et ça, trop souvent dans les organisations, on le voit aussi, on a le budget d'opération, mais on n'a aucune idée de la trésorerie. Et là, tout à coup, oups, un problème, on a de la difficulté à payer les comptes fournisseurs ou à sortir les payes pour la prochaine semaine. Alors ça, il ne faut pas que ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas? Bien, il faut que le trésorier ou que la personne qui s'occupe de la comptabilité présente l'information sur l'argent qu'il y a en caisse et les comptes à payer dans le prochain mois. Donc, c'est ça, principalement, un budget de trésorerie. La gestion de l'information financière, alors qui s'en occupe? Est-ce que c'est le DG? Est-ce qu'on a engagé une ressource qui a des compétences financières, un commis comptable, un expert comptable? Je n'ai pas de réponse parfaite à cette question. Je n'ai pas une seule réponse. Ça dépend vraiment de la taille de l'organisation. Ça dépend aussi du fonctionnement de l'organisation. Mais bien sûr, il faut s'assurer que la personne qui fait la saisie de données ait des compétences en gestion financière. Ça ne prend pas nécessairement un titre comptable, mais ça prend quand même des connaissances sur le système comptable, entre autres, et les données financières. Qui surveille la saisie de données, je l'expliquais d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ça ne peut pas être la même personne qui fait la saisie de données que celle qui fait la surveillance. Par exemple, le DG devrait toujours approuver les dépenses. On devrait toujours s'assurer le plus possible qu'il y ait un membre du conseil d'administration qui signe aussi les dépenses. On en parlera un peu plus tard. Qui est responsable aussi au conseil d'administration? À qui le DG rend compte de l'information financière au CA, au conseil d'administration? Alors, est-ce que c'est le trésorier? Est-ce que c'est le comité d'audit ou un comité de finances, selon l'appellation choisie? Alors, encore là, je n'ai pas une bonne réponse. Il existe plusieurs façons possibles de faire. Une façon qu'on a trouvée dans les plus petites organisations, c'est que le trésorier, qui est membre du conseil d'administration, qui fait partie des officiers, va recevoir à l'avance l'information financière du DG. Et il va l'analyser en profondeur. Alors ça fait en sorte que la direction générale n'est pas piégée ou ne se sent pas piégée dans la réunion du CA. Telle information, je te pose une question, puis finalement, le DG n'a pas la réponse sur le champ, comme je l'expliquais tantôt. Alors, il analyse préalablement, peut-être 3-4 jours à l'avance de la réunion du CA, et 2-3 jours, quand on envoie l'information à tout le monde, bien, au moins, il y a déjà eu une pré-analyse de l'information et le trésorier peut poser les questions. La même chose peut se faire dans une plus grande organisation où il y a un comité d'audit ou un comité de finances. Alors, quelle est la responsabilité des autres membres du CA face à l'information financière? Ou non membres du comité de vérification ou trésorier, on est tous imputables, je l'ai mentionné tantôt, et ça, il ne faut pas l'oublier. On peut aussi choisir, c'est une tendance dans certaines organisations à but non lucratif, de faire la sous-traitance du traitement de ces données financières. Donc, il y a des cabinets qui se spécialisent dans la gestion financière des données, et donc, à chaque mois, on va porter l'information, c'est-à-dire que l'information est traitée par l'externe. Les chèques sont faits à l'interne, bien sûr, là, mais c'est comptabilisé à l'externe. Est-ce que c'est une bonne pratique? On pose souvent cette question-là. Écoutez, ça dépend encore une fois de l'organisation et des compétences à l'intérieur de l'organisation. Quand on mentionnait tantôt qu'un bon système de contrôle interne, on doit s'assurer d'avoir des personnes compétentes en place. Si on n'est pas capable de recruter, pour toutes sortes de raisons, quelqu'un qui a des compétences financières, ça vaut possiblement la peine de faire de la sous-traitance. Son contrat de sous-traitance, il faut se rappeler de bien le négocier avec l'organisme externe, de s'assurer d'avoir l'information à temps, de demander c'est quoi le délai de production. Est-ce que le délai de production est le même dans toute l'année?
parce que parfois, ces organisations-là ont des périodes de pointe qui peuvent faire en sorte qu'ils peuvent retarder votre information. Encore une fois, j'ai vu souvent des conseils d'administration dans des réunions dire, bon, là, on n'a pas l'information financière à jour parce que le sous-traitant n'a pas eu le temps de la produire. Ça, je pense que ce n'est pas admissible, une situation comme celle-là. Parce que si on paie quelqu'un, il faut s'assurer soit de mettre de la pression sur le fournisseur pour dire on a une réunion dans 2 jours, il faut que l'information soit prête, ou repousser la réunion s'il le faut. Mais il est très important que l'information financière soit à jour à toutes les réunions du conseil d'administration. Et si je vous dis ça, ce n'est pas parce que je suis moi-même comptable ou je suis quelqu'un qui croit que la finance est absolument essentielle. En fait, je dirais oui, elle est absolument essentielle parce que c'est le nerf de la guerre dans nos organisations. Ce n'est pas la mission, les enjeux financiers, mais je me plais à dire souvent, c'est la gestion financière au service de la mission. Alors, il nous faut atteindre notre mission comme au BNL, mais ce sont les ressources financières qui vont nous permettre d'atteindre la mission, au même titre que les ressources humaines et les ressources matérielles, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on n'a pas de l'information financière à jour, on a beau avoir de magnifiques projets, à un moment donné, les ressources ne suivent pas, et là, ça crée un chaos dans l'organisation. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il importe absolument même à reporter la réunion si les données ne sont pas à jour et de poser des questions pourquoi les données ne sont pas à jour. C'est d'ailleurs ça qui est le plus important, d'en comprendre la cause. Finalement, vous voyez, j'arrive très tard aux états financiers. Alors, les états financiers, il ne faut pas attendre que l'auditeur nous produise des états financiers une fois par année, mais c'est important d'avoir un suivi mensuel ou trimestriel sur les états financiers. Et ça, l'ensemble des états financiers. Donc, trop souvent, et c'est correct aussi, là, dans un certain sens, d'avoir le focus sur l'état des résultats. Donc, l'état des résultats, qu'est-ce que c'est? L'état des résultats, c'est les données budgétaires qui sont maintenant devenues réelles. Donc, quand on parle d'un budget, c'est des données avant l'événement. Un état des résultats, c'est les données lorsque les événements ont eu lieu, donc lorsque les coûts ont été payés et lorsque les revenus ont été réalisés. Donc, c'est important de regarder aussi le bilan. Donc, le bilan, lui, va nous donner d'autres informations. Donc, c'est ça, l'ensemble des états financiers, c'est principalement l'état des résultats et le bilan. Il existe aussi l'état de l'évolution des actifs nets et l'état des flux de trésorerie, mais je vous dirais que ces 2 états-là, effectivement, on les regarde moins mensuellement ou trimestriellement, mais dans le cas du bilan, il faut quand même le regarder au moins au trimestre. Et si on ne veut pas regarder l'ensemble du bilan, bien, il faut au moins regarder ce que je disais tantôt, c'est-à-dire l'argent que l'on a dans le compte de banque, les comptes à recevoir, les subventions à recevoir et les comptes à payer, les fournisseurs, les dettes que l'on a à court terme. Ça, c'est des éléments que l'on retrouve dans le bilan et qu'il est essentiel d'avoir si on veut voir venir les prochains mois. À chaque réunion, donc du conseil d'administration, la direction générale doit présenter l'information financière à jour et divulguer tout risque sur les données financières. Par exemple, on présente les données, mais on se dit, l'an passé, à ce stade-ci, dans nos revenus autonomes, on était rendu à 48 %. Cette année, à la même période, dans nos revenus autonomes, on est à 32 %. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que ça peut s'améliorer? Donc, c'est important d'être transparent comme directeur général, de ne pas avoir peur de donner cette information-là au conseil d'administration. Le conseil d'administration va être beaucoup plus à l'écoute et proactif si la direction générale donne l'information à temps que si la direction générale garde cette information-là pour elle et qu'en bout de ligne, on arrive avec des difficultés financières. Est-ce que je me fais bien comprendre dans cette situation-là? Et ça, c'est tout dans la culture du conseil d'administration. Il ne faut pas non plus, il faut essayer d'instaurer une culture où les membres du conseil ne sont pas là pour surveiller, mais sont là pour encadrer, encourager, aider le DG à fournir de nouvelles pistes de solutions. C'est dans ce climat de confiance-là et de vigilance-là qu'on arrive à bien travailler en prévention de crise financière. Donc, d'autres exemples, des campagnes de levée de fonds qui sont moins performantes, ça arrive, des frais fixes en hausse, un bris de matériel. Souvent, nos organisations, comme je le disais, vivent avec moins de ressources financières et moins de ressources humaines et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre si le toit coule, si le système d'information, les ordinateurs brisent. Alors, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Comment on peut avoir des ressources financières pour le faire? Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de garder quand même
un 2 ou 3 mois de liquidité annuellement pour prévenir ces situations-là, donc des événements qu'on ne peut pas mettre dans le budget. Donc, on aimerait ça pouvoir avoir une boule de cristal puis savoir ce qui va briser dans quelques mois, mais je pense que ce n'est pas possible. Je vous dirais que la notion de contrôle interne, elle est devenue plus importante dans les OBNL récemment. Donc, avant, on disait, bien, il n'y a pas de contrôle interne parce qu'il n'y a pas assez de ressources humaines, donc on fait confiance. Donc, à la base, je pense que ça prend toujours au moins 2 personnes pour surveiller les transactions. Donc, pour s'assurer, comme je le disais tantôt, qu'il n'y ait pas la possibilité pour une seule personne d'avoir le contrôle sur la saisie de données, le dépôt à la banque, la production de chèques. Donc, ça, c'est important. Souvent, on va demander, et c'est de bonne pratique, un contrôle interne, un bon contrôle interne aussi, c'est d'avoir les administrateurs qui signent les chèques. Donc, ça, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le signataire de chèque s'en va à l'extérieur pour 3 mois? Alors, il faut trouver soit un autre signataire. Il faut faire attention là, de la pratique de ne pas signer des chèques à l'avance et de les mettre dans le fond de tiroir. Ça arrive encore. Et s'il n'y a pas d'autre moyen possible parce qu'il faut changer les signatures à la banque et tout ça, moi, ce que je suggère comme deuxième contrôle interne, donc si le premier ne peut pas être appliqué, comme deuxième contrôle interne, c'est de dire, bien, notez les chèques que vous avez pré-signés et au retour du voyage, bien, vérifiez qu'est-ce qui a été fait avec ces chèques-là. Et encore une fois, le directeur général ou la directrice générale ne doit pas voir ça comme étant un désaveu de confiance parce qu'il y a quelqu'un qui surveille les chèques. C'est vraiment une protection autant pour lui ou pour elle. Donc, d'avoir vraiment une surveillance à la fois d'autres employés, que ce soit quand c'est quelqu'un comme un trésorier ou quand c'est un commis comptable qui s'occupe principalement des transactions, de s'assurer que la direction générale veille, de s'assurer aussi qu'il y a quelqu'un au conseil d'administration qui veille sur la direction générale. Donc, c'est ça, avoir des bons contrôles internes. Ça, c'est du côté des finances. Du côté des ressources matérielles, bien, de s'assurer qu'on est bien couvert, nos assurances sont adéquates, la protection est suffisante. Donc, ça aussi, ça fait partie des contrôles internes. Et d'avoir des politiques de ressources humaines implantées, écrites, ça aussi, ça fait partie des politiques de contrôle interne. Évidemment, encore une fois, je n'ai pas une seule réponse, mais il y a toujours la tendance, est-ce que le conseil d'administration est trop impliqué dans le processus budgétaire ou pas assez? Donc, je pense qu'il faut que ce soit entre les deux, c'est-à-dire faire en sorte que le conseil n'a pas seulement à approuver, il a le droit de questionner. Donc, il a le droit de faire partie du processus itératif au début dans la rétroaction, mais ce n'est pas lui qui va préparer les données budgétaires. Donc, je ne sais pas, là, donc c'est difficile à saisir, là, mais il ne peut pas juste dire oui ou non. Il faut qu'il pose des questions. Donc, il faut qu'il pose des questions sur les éléments les plus probants, puis il faut qu'il soit partie prenante à la compréhension des données budgétaires. Donc, c'est pour ça que je disais, finalement, dans les 5 phases qu'on avait ici un peu plus tôt, dans les 5 phases, je dirais que le conseil d'administration est plus en mode surveillance, encore une fois, en mode analyse, il n'est pas en mode préparation, mais c'est important qu'il soit là pour que la direction générale soit capable de justifier les écarts au budget et soit capable de les expliquer, puis que ces écarts-là ne soient pas toujours récurrents non plus. Bien, le CA qui serait trop impliqué dans le processus budgétaire, c'est un CA qui voudrait que les données correspondent à ses attentes à lui ou à l'information. Alors, le membre du conseil d'administration n'est pas celui qui réalise la mission et pas celui qui connaît les coûts de manière détaillée. Donc, s'il s'immisçait là-dedans, je dirais qu'il devient un petit peu trop impliqué. Un CA qui ne s'implique pas assez, c'est un CA qui regarde les données budgétaires à chaque réunion puis dit « OK, tout est beau. Ça a l'air tout beau. » Je ne crois pas que ça peut toujours être tout beau à chaque trimestre. C'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, un budget, c'est des données prévisionnelles. Quand on voit le mot « un budget prévisionnel », d'une certaine façon, c'est un pléonasme vicieux. Parce qu'un budget, c'est toujours prévisionnel. Donc, c'est des prévisions. Ces prévisions-là ne seront pas nécessairement atteintes, ne seront pas atteintes. Donc, il faut que le CA soit capable. S'il ne pose jamais de questions, bien, c'est un CA qui, à mon avis, ne s'implique pas assez ou ne comprend pas assez. Donc, encore une fois, si un CA ne pose pas de questions, ce n'est pas ça qui est symptomatique, c'est pourquoi il n'en pose pas.
Alors, est-ce que c'est parce que l'information n'est pas bien présentée? Est-ce que parce qu'il n'y a personne au conseil d'administration qui comprend l'information financière? Donc, il faut encore une fois essayer de comprendre les causes de ça. Je ne croirais pas. Je pense qu'il faut que ça se fasse. Est-ce que le CA peut avoir des exigences? Oui. Parce que s'il ne comprend pas, ça fait référence à la question précédente, s'il ne comprend pas, c'est peut-être parce que l'information est mal présentée, effectivement. Donc, parfois, si on est dans une plus grande organisation, s'il y a plusieurs personnes qui sont à la saisie de données, à la préparation d'informations financières, et que ce sont des personnes, des comptables, des experts comptables, il faut être capable de transformer l'information pour que des non-comptables la comprennent. Parce qu'au conseil d'administration, ce ne sont pas tous des comptables. Donc, je pense que cette étape-là doit se faire pour que les membres du conseil comprennent. En même temps, imposer des choses, là, je dirais non, mais qu'on discute d'un mode de présentation de l'information financière que tout le monde va comprendre. Ça, c'est, à mon avis, absolument essentiel. Et c'est à faire dans beaucoup d'organisations dans lesquelles j'ai observé des difficultés à comprendre l'information financière. On est mal à l'aise de dire qu'on ne comprend pas l'information financière. Et pourtant, moi qui est expert comptable, j'arrive parfois dans des organisations et je dis « je ne comprends pas l'information financière » parce qu'elle n'est pas claire, transparente. On devrait comprendre l'information. On est capable de se faire un budget personnel comme individu, alors on devrait être capable de comprendre un budget de l'organisation dans lequel on s'investit comme membre du conseil. Ce sur quoi j'insisterais, c'est sur le fait que ne regarder que le budget d'opération peut occulter des difficultés financières parce qu'on n'a pas d'informations sur la trésorerie. Donc, quand je parle d'état financier, je parle peut-être plus davantage, soit de regarder le bilan qu'on peut produire, par exemple, si on utilise un logiciel, ou dans d'autres organisations, c'est d'avoir un état de la trésorerie. Donc, avoir un état de la trésorerie à chaque réunion du conseil, c'est un ajout au budget d'opération et ça permet de savoir si, encore une fois, on a suffisamment d'argent pour payer ce qui s'en vient. Parce que des fois, on reçoit nos subventions plus tard que l'activité. Donc, on a dépensé avant de recevoir l'argent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand on est un OBNL, ce n'est pas si facile d'aller à la banque aller chercher une marge de crédit parce que les banquiers vont demander des garanties. Donc, les OBNL n'ont pas nécessairement les garanties nécessaires. Donc, il faut se prémunir de ce genre d'événements-là où on manque de liquidité, encore plus dans les OBNL. Et ça, parfois, on ne le voit pas dans le budget d'opération parce qu'on n'a pas le solde du compte en banque. Donc, que le trésorier soit, c'est une nouvelle pratique qui est intéressante aussi, que le trésorier du conseil d'administration ait accès au compte de banque en ligne. Qu'il ne puisse pas faire les opérations, mais qu'il ait accès, qu'il puisse aller voir c'est quoi le solde en banque, c'est quoi l'information sur les placements, etc. Donc, le point à faire, c'est vraiment de dire que le budget d'opération, c'est une chose, mais que l'encaisse et les comptes à payer dans le prochain mois, par exemple, qu'on s'assure qu'on ait plus d'encaisse, qu'on appelle le fameux ratio du fonds de roulement, qu'on ait plus de liquidités en banque versus les liquidités à payer. Ça, c'est très important aussi.